On se retrouve à l'Opéra du Grand Avignon et c'est pour la première œuvre de l'année, Marie Stuarda. Et notre rencontre, c'est avec Karine Deshaies. Bonjour. Bonjour. Karine. Vous êtes Elisabeth. C'est ça. Vous êtes la méchante. Oui, voilà, c'est pas le rôle. C'est pas le rôle le plus sympathique, voilà, ça c'est sûr. Plus encensé. Voilà, c'est un rôle de composition, ouais. Je voulais le dire d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas du genre à décapiter. Vous êtes non, mais bon, là on se dit que c'est historique, donc en tout cas il y a un vrai livret à défendre et un caractère à montrer, c'est ça qui est intéressant. En tout cas. Alors, comment vous l'appréhendez déjà de votre propre personnalité par rapport à l'histoire, en mettant de côté votre côté artiste, d'un point de vue personnel, comment vous ressentez-vous cette histoire-là ? Alors évidemment, c'est une histoire que l'on connaît dans les livres d'histoire ou même les biographies. Je pense à la biographie de Stefan Zweig, Maria Stuarda. On sait que c'est le combat entre deux femmes, c'est aussi une histoire de religion. Il y a aussi voilà, d'un côté les Tudors, de l'autre côté la fille d'Anne Boleyn qui est Elisabetta. Et là, chez Donizetti, ce qui est intéressant, c'est qu'il y mêle aussi une histoire d'amour. C'est-à-dire que les deux reines sont amoureuses du même homme, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie histoire. Et donc là, voilà, sur fond de pouvoir et évidemment de vrais faits historiques, on a aussi une histoire d'amour. Donc en fait, ça complète. En fait, c'est déjà fort par rapport à l'histoire, mais comme en plus elles aiment le même homme, ça va encore plus loin dans les sentiments. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, oui. C'est cette histoire d'amour qui renforce aussi l'envie. Exactement. Aussi et puis justement, là, ça nous montre qu'Élisabeth, évidemment, on a une image toujours d'Élisabeth Ier, voilà, très froide, tranchante. Mais là, elle exprime aussi ses sentiments dans cette musique. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et elle ne prend vraiment la décision qu'à l'acte 2, en tout cas, d'éliminer Marie Stuart. Mais en même temps, en amont, il y a eu aussi un putsch de la part de Marie Stuart. Donc en fait, voilà, elle se rend compte aussi du danger. Elle est aussi conseillée par un autre méchant, Churchill, qui la pousse vraiment à faire ça. Et non, c'est très intéressant. Et en plus, moi, c'est mon premier Donizetti. J'ai eu l'habitude auparavant de faire Rossini, Bellini pour le bel canto. Et là, voilà, c'est mon baptême pour Donizetti. Je suis très heureuse de pouvoir le partager avec des spécialistes du style qui sont justement Patrizia Cioffi et Michele Pertosi. Voilà. Alors, quand vous avez appris que vous seriez sur la production, comment vous avez réagi ? Alors déjà, ça a été une proposition, comme c'est une prise de rôle, c'est toujours intéressant, c'est de se dire est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que j'ai la voix pour ça, est-ce que je peux faire ce répertoire. Donc c'est toujours une question à laquelle on ne répond pas seul d'ailleurs. Avant d'accepter un rôle, j'en parle à mon professeur de chant, à mon agent bien sûr, au chef de chant avec qui je travaille. Bon là évidemment c'est Raymond Dufaux qui me l'a proposé et qui me connaît depuis presque 20 ans maintenant, donc il connaît l'évolution de ma voix. Et effectivement, ça n'est pas une erreur de m'avoir proposé ce rôle, mais c'est vrai que c'est un rôle pour les mezzo aigus qui est justement plus aigu. Au départ, c'est même souvent des sopranos qui le font. D'accord. En tout cas, des sopranos 2, parce qu'on doit avoir une couleur un peu différente du rôle de Maria. Mais effectivement, voilà, maintenant, je me sentais prête en tout cas à aborder ce rôle qui est donc plus aigu que d'autres. Vous l'avez travaillé ? Bien sûr. Mais peut-être ma question, non, bien sûr, pardon. Mais le sens de ma question, c'est Non, c'est inné, vous voyez. Mes hommages. Non, bien sûr. Non, mais je l'ai travaillé alors évidemment. Non, mais vous l'avez travaillé peut-être plus que notre rôle. Non, pas plus. Non, justement, pas plus. Mais en tout cas, avec les étapes, à chaque fois, évidemment, je déchiffre seule au niveau du solfège, au niveau de la traduction, évidemment, je note ça pour bien évidemment être dans l'histoire et dans le contexte, pas raconter n'importe quoi. Je vais voir mon professeur de chant, je l'installe aussi donc techniquement, musicalement. Je vois aussi après un répétiteur, un chef de chant qui me fait vraiment travailler. On cherche le style, on cherche aussi des variations parce qu'évidemment chez Donizetti comme Bellini ou Rossini, il y a des variations aussi également à trouver qui sont adaptées à chacun. Donc non, ça a été un travail par étapes, mais que je fais toujours en fait avec chaque prise de rôle.
Voilà. Vous n'avez pas trouvé une difficulté plus qu'une autre sur le fait que ce soit peut-être plus adapté pour soprano non, léger parce que votre propre non, parce que vocalise. justement, comme ma voix maintenant évolue, il va un petit peu plus vers l'aigu. C'est la question que j'allais aussi voilà. vous poser. Le fait est, c'est que j'ai fait Donna Elvira à l'Opéra de Paris, là, dans Don Giovanni, à la rentrée dernière. Et là, c'est vrai que ça m'a fait placer la voix on va pas dans une autre position, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, dans le chemin voilà, qu'elle prend. Je la laisse faire, en fait, aussi, la voix. En fait. Je ne la force pas d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai que c'est une place où je me suis sentie bien. Et là, en fait, c'est la continuité. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir une ouverture plus large justement sur la proposition de rôle par rapport à l'évolution de votre voix? Mais oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, moi j'ai fait beaucoup de rôles de travesti, évidemment beaucoup aussi de rôles rossiniens et mozartiens. C'est surtout ces deux compositeurs voilà, qui m'ont suivi là, pendant toute ma carrière. Mais le fait voilà, d'avoir plus d'aisance oui, dans l'aigu, que la voix aussi prenne du corps, parce qu'au tout départ, moi j'ai même commencé par le baroque, donc j'avais plutôt une petite voix, et puis maintenant, avec la maturité, on va dire, de l'âge, de la voix, du corps, le répertoire évidemment s'élargit un peu. C'est pour ça que j'ai pu toucher depuis 3-4 ans à des rôles comme Carmen, Charlotte, la Navarrese, enfin, tous ces rôles-là où l'orchestre est plus large et où on demande un peu plus voilà, de niveau sonore au niveau de la voix. Et maintenant, effectivement, je me dis, en plus de tous les Rossini que j'ai fait, aller vers les Rossini que la Colbrand a fait, donc qui sont un tout petit peu plus aigus. Pourquoi pas le répertoire aussi de Falcon, soprano Falcon, dans tous les opéras français aussi. Enfin oui, effectivement, l'éventail s'élargit, ce qui ne m'empêche pas de revenir à un certain rôle voilà, mozartien, baroque aussi, que j'affectionne. Hein. Mais c'est vrai que ça m'ouvre en tout cas une porte supplémentaire. C'est positif pour vous, Toujours, bien sûr. Puis l'évolution de la voix est positive aussi, de toute façon. Enfin, est positive d'ailleurs. Parce que voilà, ça veut dire qu'on n'a pas fait de bêtises en amont. Si l'aigu se développe, si la largeur se développe ou si le grave se développe, du moment qu'on va dans une direction, ça veut dire que voilà, on n'a pas fait de bêtises depuis 20 ou 25 ans. Quoi. C'est quoi une bêtise pour une artiste Une bêtise, c'est de faire justement un rôle qui ne nous convient pas. Voilà, d'aller faire un rôle trop aigu, ou trop grave, ou trop large, et on force. Quoi, voilà. Vous pouvez vous abîmer la voix? Bien sûr. Ou alors des rôles trop tôt, tout simplement trop tôt aussi dans une carrière. C'est vrai que c'est pour ça d'être toujours entouré et d'être conseillé. C'est important d'être guidé là, bien sûr, il faut vraiment qu'on soit très conseillé. C'est-à-dire que c'est ça, c'est toujours une équipe entre le professeur de chant, le pianiste, l'agent, évidemment aussi les directeurs de théâtre qui nous proposent les rôles, avec qui on peut en parler, qui connaissent l'évolution des voix, qui ont suivi les plus grands aussi depuis des années. Donc ouais, c'est des conseils effectivement qui nous sont chers. Alors ça veut dire que peut-être que vous pourriez apprécier que ce rôle vous va bien et que vous arrivez à l'appréhender, mais à contrario, la personne qui vous entoure pourrait vous dire de vous mettre en garde par rapport aux difficultés que cela pourrait apporter à votre voix. Ça, oui, bien sûr. D'ailleurs, avant d'accepter un rôle, c'est tout le questionnement. Voilà. Si je peux le faire, ben voilà, je le fais. Et puis comme par hasard, voilà, après, quand on est comme on dit, dans le bon trou, dans la bonne voie, voilà, ça marche. Et tout ce qu'on a acquis en amont avec les autres compositeurs, ça nous sert évidemment après à servir les nouveaux rôles. Alors, parlez-nous d'Elisabetta que vous avez interprété. Donc, c'est un concert lyrique, hein, c'est pas, un opéra avec les costumes. Comment dire, c'est une version concertante. Voilà, c'est toujours l'opéra en tant que tel. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Alors là, évidemment, c'est toute la difficulté, c'est de se dire, est-ce que nous, par notre voix, notre interprétation, nos jeux de regard, les expressions, le visage, il faut aller plus loin pour que les gens voilà, suivent l'histoire. Évidemment, là, il y a un prompteur, donc on se dit, alléluia, les gens vont pouvoir avoir la traduction simultanée s'ils ne parlent pas italien. Ça aide aussi, évidemment. Mais effectivement, par rapport à une mise en scène où là, il y a les costumes, la mise en scène qui peut aussi aider à la compréhension voilà, de chaque scène. Là, voilà, il faudra aller plus loin, je pense, dans l'interprétation. Et ça, c'est toujours intéressant. J'aime bien les versions concert, moi, en fait. J'aime ça. C'est toujours
plus facile évidemment quand on a déjà fait le rôle en scène, Ouais. parce que on a tout ce qu'on a acquis en scène nous nourrit et nourrit le personnage et l'interprétation. Mais là, voilà, là je découvre le rôle par rapport à d'autres partenaires qui, eux, l'ont déjà fait en scène il y a quelques années. Mais voilà, comme je suis très bien entourée, j'ai confiance. Alors comment faites-vous pour puiser vos émotions justement dans cette version-là? Alors évidemment, on se laisse toujours guider par la musique et le texte, ça faut quand même bien le dire et ça nous aide énormément. Parce qu'évidemment, quand je dis qu'elle va mourir, je vais pas. Vous n'allez pas faire un sourire? Si, alors dans ce cas, ça sera sadique. C'est narquois. Vous voyez, ça sera sadique, vicieux. Enfin voilà, tout est justement dans l'interprétation. C'est ça qui est intéressant. Après, évidemment, on a eu la chance aussi, nous, notre génération, d'avoir écouté des enregistrements, aussi des interprétations passées. Et ça aussi, ça peut nous servir. Mais effectivement, en fonction de ce que je vais dire, voilà, normalement, on devrait voir les expressions sur mon visage, quoi. Donc en fait, voilà, ça dépend vraiment du texte et puis la musique aussi, les tonalités, voilà, qui nous guident, en tout cas dans l'interprétation. Puis le travail que l'on fait aussi en répétition avec le chef d'orchestre, qui va nous dire, voilà, là je préfère que tu prennes ton temps, tu vas ralentir, il faut que tu exprimes ça comme ça. Ou là au contraire, c'est l'agitation, on va aller plus vite. Et puis ce que l'on fait aussi avec les autres partenaires. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Alors dans cette version-là, est-ce que c'est un face-à-face entre le chef d'orchestre, comme vous dites, et vous, contrairement à un opéra où il y a une mise en scène? Là, il y a tout un décor qui vous guide, il y a aussi des répliques entre les autres artistes, il y a les décors, mais là, il y a les costumes. Donc là, vous vous retrouvez quand même dans une situation beaucoup plus intimiste, si je puis dire. Je dirais pas intimiste, parce que pour moi, les situations intimistes, c'est quand on fait du récital, vraiment avec un piano et qu'on défend de la mélodie ou un lead et qu'on va faire passer plutôt une interprétation d'une poésie ou d'un poème. Non, là, mais par contre, il y a une proximité, ça c'est une évidence. Le public va voir nos expressions, on est tout devant, tout le temps. Les gens vont vraiment nous voir de près. Évidemment, si on était au fond de la scène ou de dos, enfin, je suis en train d'imaginer des situations. Mais avec le chef d'orchestre, je dirais pas face à face. Un face à face, on a l'impression que c'est un conflit. Oui, non, c'est un partage. Non, mais c'est un partage, oui, bien sûr, un partage avec le chef d'orchestre, avec les chanteurs. Et effectivement, le travail de défendre un opéra en version de concert, c'est ça, c'est que les gens ne s'ennuient pas, qu'ils n'écoutent pas simplement, tiens, c'est beau, il y a des belles voix, il y a de belle musique. Non, faut qu'ils suivent la trame de l'histoire, voilà. Et ça, c'est notre travail, voilà. C'est peut-être plus complexe aussi. Plus complexe, parce qu'évidemment en scène on le fait aussi naturellement, mais en tout cas c'est une attention particulière qu'on doit avoir. Plus sur la voix. Oui, vraiment dans l'interprétation, on se dit là il faut vraiment le défendre plus, et puis effectivement les expressions du visage, quoi, ça doit se voir encore plus. De toute façon il y a tellement de choses qui passent avec le regard, justement avec un sourire, et ça c'est vraiment très important, puis ça s'entend dans la voix justement. Quand quelqu'un chante avec un sourire, ça s'entend, hein. Ou au contraire quand il y a quelque chose de triste. Donc en fait voilà, c'est avoir vraiment conscience de ce que l'on peut faire dans l'interprétation, et effectivement là, les gens doivent le ressentir si on a bien fait notre travail. Vous êtes régulièrement à l'Opéra d'Avignon, à peu près une fois par an. Oui, ou alors des fois au Corrégie aussi. Voilà, ou alors des fois dans la vraiment nuit, dans la région, ça dans le sud de la Provence. Mais j'ai quasiment fait mes débuts ici. Je le dis toujours, voilà, avec plaisir. C'était en 97 quand on a fait une tournée de la Didone et de Cavalli avec le Festival d'Ambronay. Je suis passée par Avignon. Voilà, c'est la première fois que j'ai mis les pieds au théâtre. Après, je suis revenue avec un Così en 2001, et puis après, voilà, il y a eu plusieurs rôles qui se sont succédés. J'ai fait aussi d'ailleurs de nombreuses prises de rôle ici. J'ai fait mon premier Sesto de la Clémence, mon premier Roméo des Capulets, et puis évidemment, voilà, j'ai fait de l'opérette, j'ai fait des Rossini, 2 fois le Barbier, Cenerentola. Donc c'est vrai que c'est une maison. Ça vous suit quand même, c'est une maison qui oui, bien sûr. Déjà, aussi. On m'a fait confiance, je réfléchissais, j'ai même fait mon premier Verdi ici. J'avais fait aussi Preziosilla dans La Force. Donc oui, c'est une maison où on m'a fait confiance, où on me fait toujours confiance. Où on me suit, où on m'encourage, voilà, dans le choix de mes rôles dans ma carrière, et donc j'y reviens forcément avec plaisir. Et puis à force, on connaît les instrumentistes, les choristes, les gens qui s'occupent de nous, voilà, atelier coiffure, et puis les gens qui s'occupent de nous pour les costumes. Enfin, voilà, ça fait comme une petite famille, quoi. Et effectivement avec le relais d'Orange également, donc voilà, je suis très contente à chaque fois de revenir ici. Quelles sont vos passions ?
quelles sont mes passions? Alors ça, c'est une bonne question parce que déjà, ma passion première, c'est la musique. Parce que justement, je me rends compte que de vivre de sa passion, c'est quand même un luxe. Donc ça, c'est une grande passion pour moi. Après, c'est difficile parce que je n'ai pas forcément de hobby à côté. Moi, j'adore justement aller voir les autres en concert. Alors, je vais voir encore les copains, copines à l'opéra ou en concert, même musique de chambre ou concert symphonique. J'aime bien aller au théâtre aussi. Ça, c'est aussi c'est le genre de sortie que j'aime. Mais effectivement, je ne dirais pas, j'aime faire la cuisine, j'aime faire du jardinage. Je n'ai pas forcément une autre passion à côté, en fait. Je me rends compte que c'est beaucoup la musique. J'en ai besoin, ça me nourrit. Ça vous apporte quoi, la musique? Plein d'émotions, moi, j'adore, voilà, je ne dis pas que j'adore pleurer, mais il y a des moments où, voilà, il y a des choses qui me font pleurer. Par exemple, moi qui ne peux pas chanter la Traviata, si je vais voir la Traviata, à la fin, je sais comment ça finit, mais je pleure à chaque fois, quoi. Butterfly, Madame Butterfly, pareil. J'aime bien aller voir aussi les opéras que moi je ne peux pas chanter. C'est plus dans le dramatique, dans le comique. J'aime les deux, oui, mais j'aime les deux en fait. Je pense que tout le monde a besoin des deux d'ailleurs aussi. Et puis des fois, je vais écouter un concerto aussi de piano et je vais avoir aussi une émotion, une larme, je sais pas, un poil qui se dresse. J'ai besoin de ça, quoi. Et c'est terrible parce que même quand je suis en vacances, je vais encore voir de l'opéra, des concerts, du théâtre. Je me rends compte que j'ai besoin de ça, quoi. Voilà. Et quand vous interprétez, les rôles que vous interprétez, vous préférez quoi? Le dramatique, le comique, ou pour vous c'est... Alors dramatique, j'en ai pas fait beaucoup, pour être honnête, justement. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai souvent fait des rôles plutôt, oui, on va dire comiques, parce que tous les rôles que j'ai fait d'abord dans Rossini sont plutôt comiques. Les Mozart, au départ, quand on fait des chérubins, des Dorabella, c'est pas vraiment triste non plus. Après, faire Elvire, il y a une psychologie du personnage qui va aussi plus loin. Il y a la souffrance qu'on peut exprimer. Ça, c'était aussi nouveau par rapport à d'autres rôles. Je pense aussi à Carmen, où on peut exprimer plein de choses, évidemment. Roméo, quand j'ai fait Roméo ou alors le rôle de Charlotte, là j'ai découvert que je pouvais pleurer en scène et chanter en même temps. Ça m'a fait tout drôle quand même aussi, parce que je me rendais pas compte que j'allais vraiment vivre l'émotion au même moment. Donc ça, après, c'est des choses à contrôler, c'est évident, mais en montant un texte, moi, ça me fait une résonance ou des fois un accord, tout d'un coup, j'ai les larmes qui arrivent aux yeux. Enfin, c'est un truc, je peux pas toujours l'exprimer. Mais effectivement, en fonction des rôles que l'on fait en scène, je dirais pas j'ai une préférence pour ça ou ça, mais ça me fait aller plus loin dans certaines expressions de chaque sentiment en tout cas. Et alors, quand vous interprétez des rôles de travestis, à quoi vous accrochez-vous justement pour essayer de rentrer dans ce rôle? Est-ce que c'est uniquement à l'interprétation ou l'imagination, une créativité que vous avez? L'imagination, je vais dire que je m'inspire plutôt de ce que j'observe. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis en scène et que je dois marcher, si je suis un garçon, si je suis une fille, je ne vais pas marcher de la même façon. Je ne vais pas m'asseoir de la même façon. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a toutes les postures à observer. Et puis, un rôle de jeune garçon, c'est pareil. Il ne va pas se tenir comme un garçon qui sera plus âgé. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que vous entretenez aussi le fait de souvent aller au théâtre pour vous nourrir de cela. Ah oui, complètement. Et puis c'est pareil. Par exemple, on a aussi, je pense au rôle de Roméo dans Les Capulets, on a aussi des combats. Il y a des combats d'escrime. Donc ça m'intéresse aussi. Donc évidemment, là, je ne vais pas me tenir de la même façon que quand je fais un rôle féminin avec une grande robe, 18e. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction des rôles que l'on fait, on ne marche pas de la même façon, on n'a pas les mêmes attitudes. Et il y a tout ça à observer en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est génial de travailler aussi avec les metteurs en scène qui sont en fait notre miroir. Parce que nous, on ne se voit pas toujours, on ne voit pas toujours les gestes vraiment que l'on fait, même dans la vie courante. Donc, ils sont le miroir pour nous dire ça va pas, attention à ça, fais ci, fais ça. Et voilà, j'adore travailler comme ça en fait. Pour terminer, Karine, pour vous, qu'est-ce que c'est la vie d'artiste ? La vie d'artiste. Alors, la vie d'artiste... en 2015-16, on va dire. Alors, la vie d'artiste, c'est sûr que par rapport à tous les clichés qu'on avait milieu 20e siècle, on est effectivement plus des divas, ça c'est sûr. On n'arrive pas à l'opéra avec une grande voiture, la capine, voilà, les bijoux et les petits chiens. Voilà. On prend le métro, on a un sac à dos, voilà. On répète maintenant, parce que tout le monde nous dit aussi qu'on est souvent en pantalon, même les filles, mais il faut dire que de plus en plus on a des mises en scène, on est sur les genoux, on doit tourner, on doit monter des escaliers, redescendre, courir, enfin, donc en fait comme c'est de plus en plus physique aussi notre métier,
On s'habille aussi en fonction, voilà. Ouais. Et puis la vie d'artiste, en fait, c'est prenant, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire surtout. Il faut le savoir avant justement de s'engager dans cette voie parce que ça nous prend évidemment énormément de temps. Faut pas non plus être stressé en se disant oh là là, est-ce que je vais être malade ou pas, parce que là évidemment on tombe malade. C'est toute notre vie, quoi. C'est vrai que tout tourne, quand on est en production, tout tourne autour de ça. C'est une réalité. Et c'est vrai que souvent, dans la journée, quand on est en production, c'est manger, chanter, dormir, quoi. Et puis continuer toujours à apprendre, parce qu'on apprend par cœur, on travaille beaucoup la technique. Voilà, c'est un métier très prenant, mais effectivement, c'est tellement passionnant et on a un tel retour après avec le public que voilà, c'est génial. Merci Karine. Merci. Merci.